Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Alhamdoulilah. Ok, alors on va commencer. Donc, je vais commencer par un petit rappel de ce qu'on avait fait la dernière fois. Ensuite, on va avancer en cours. Donc, je vous rappelle que la dernière fois, on s'est placé dans le cas où on a une fonction qui a valeur réelle. Donc, dans un premier cas particulier, on a une fonction qui est définie sur RP ou un ouvert de RP à P variable et à valeur dans R. Et nous avons donné une condition pour que la fonction soit différenciable en un point A de oméga. Donc, on a dit que si f est différenciable en un point A, alors f admet des dérivées partielles en ce point. De plus, la différentielle de f au point H, qui est un point H de RP bien sûr, va s'écrire à l'aide de ces dérivées partielles, point A. Donc, elle s'écrit tout simplement comme étant la somme de H1 fois la dérivée partielle de f par rapport à x1, la première variable au point A, plus H2 fois la dérivée partielle de f par rapport à x2 au point A, et ainsi de suite, jusqu'à HP, dérivée partielle de f par rapport à xp au point A. D'accord? J'ai beaucoup insisté sur le fait que l'existence des dérivées partielles en un point est une condition nécessaire, qui n'est pas du tout suffisante pour que f soit différenciable en un point A. Donc, une fonction peut avoir des dérivées partielles en un point sans être différenciable en ce point. Bon, c'est vrai que cette condition-là est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, mais en fait, elle est utile dans tous les cas, parce qu'en fait, elle me donne une idée sur l'expression de la différentielle de f au point A, si jamais elle existe. Donc, on a vu à travers des exemples la semaine dernière que dans tous les cas, on commence toujours par étudier l'existence des dérivées partielles de f au point A. Donc, si jamais, bien sûr, elle n'existe pas, à ce moment-là, j'arrête et je peux affirmer que f n'est pas différenciable en ce point. Et si jamais elles existent, ça ne veut pas dire que la fonction est différenciable, mais ça me donne une idée sur l'expression de la différentielle. Donc, j'utilise cette expression-là et je reviens à la définition de la différentielle pour pouvoir affirmer ou pas l'existence de la différentielle. OK? Bon. Alors, on passe à une autre proposition. Donc là, vous avez les exemples qu'on a vus la dernière fois. Les remarques concernant les notations que vous avez vues auparavant. Alors, je passe à la proposition suivante que l'on va admettre, qui dit que si f est de classe C1 sur oméga, si f est de classe C1, c'est-à-dire si f admet des dérivées partielles et que ces dérivées partielles sont continues sur oméga, alors f est différenciable sur oméga. Donc là, vous avez une condition suffisante. Vous avez si, alors une condition suffisante pour la différenciabilité d'une fonction sur un espace oméga tout entier, une partie oméga de RP. Donc, je répète, si une fonction est de classe C1 sur oméga, alors f est différenciable sur oméga. Il y a une faute qu'on retrouve souvent qui se répète, c'est de dire que f est une fonction de classe C1 en un point A. Alors, on ne dit jamais qu'une fonction est de classe C1 en un point.
Donc, la notion d'une fonction de classe C1, c'est une notion globale et non pas ponctuelle. D'accord? Donc, si f est une fonction de classe C1 sur oméga, alors f est différenciable sur oméga. Alors, attention, là aussi, la réciproque de ce résultat-là est fausse. On peut avoir une fonction qui est différenciable sans être de classe C1. D'ailleurs, on a fait un exercice, on a corrigé un exercice dans la série 2, l'exercice 4, où on avait une fonction qui était de classe, qui était différenciable sur oméga sans être de classe C1 sur oméga. D'accord? Bon, alors, ce qu'on pourrait dire aussi concernant cette proposition-là, cette implication, c'est qu'on commence à voir quand est-ce que la réciproque de la proposition qu'on a vue la semaine dernière est vraie. Donc, je vois là tout de suite que quand les dérivées partielles existent et quand elles sont de plus continues sur oméga, alors j'ai le résultat que je peux affirmer. Alors, f est différenciable sur oméga. D'accord? Donc, la réciproque de la proposition qu'on a vue la semaine dernière est vraie dans le cas où les dérivées partielles sont en plus continues. Bon. Alors, ce qu'on avait fait dans toute cette première partie, c'était concernant les fonctions qui sont à valeur réelle. Je répète encore. Hein? Donc, ce sont toutes des fonctions qui débarquent sur R. Maintenant, on va voir le cas général, le cas où j'ai une fonction qui est à valeur dans Rn. Alors, si la fonction est à valeur dans Rn, bien sûr, je sais que f aura n fonctions coordonnées f1, f2, fn, qui définissent l'expression de f de x pour tout x appartenant à oméga. Donc, f de x, dans ce cas général, sera le vecteur f1 de x, f2 de x, fn de x. Donc, chaque fonction coordonnée f1, f2, fn, chaque fi, où i varie de 1 à n, est une fonction qui est à valeur dans R. Donc, je peux lui appliquer tout ce qu'on a vu dans la partie précédente. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Oui, madame. Donc, je dis que f est différenciable en A si et seulement si toutes ces applications coordonnées f1, f2, fn sont aussi différenciables en A. Donc, la différenciabilité de f revient, en un point, revient à la différenciabilité de toutes ces fonctions coordonnées en ce point-là. D'accord? Et en plus, la différentielle de f au point A sera définie tout simplement par l'application qui a un vecteur h de oméga, donc un vecteur de RP, va faire associer le vecteur de Rn différentiel de f au point A appliqué à h, qui sera tout simplement le vecteur dans les composantes sans différentiel de fi au point A appliqué à h, pour i, bien sûr, qui varie de 1 à n. Et la différentielle de fi au point A appliqué à h, c'est bien sûr qu'on avait vu dans la proposition précédente. On peut appliquer le résultat précédent, puisque chaque fi est une fonction qui a valeur dans R. OK? Bon, donc, avant de voir comment va s'exprimer donc cette différentielle dans le cas général, je dis bien sûr que vous avez bien constaté que la différentielle de f au point A hérite toujours les mêmes caractéristiques concernant la dimension de l'ensemble de départ et la dimension de l'ensemble d'arrivée que la fonction initiale f. Donc, c'est une fonction qui a un h, qui a un vecteur h d'oméga, de RP,
va faire associer la différentielle de f au point A appliquée à h, qui est un vecteur de Rn exactement comme f. D'accord? Bon. Alors, on va examiner de plus près comment s'exprime cette différentielle dans le cas général. Donc, pour tout h appartenant à Rp, on va poser y égale la différentielle de f au point appliqué à h, le vecteur de Rn y. Donc, j'ai appelé y1, y2, yn ici les composantes de y. Bien sûr, là, je travaille dans les bases canoniques. Donc, quand je parle de composantes, je parle des bases canoniques respectivement dans Rn et dans Rp. Donc, chaque composante yi correspond à la différentielle de fi au point A appliquée à h. D'accord? Alors, maintenant, en utilisant la proposition qu'on a vue la semaine dernière en cours, chacune de ces différentielles, je vais la remplacer par une somme. Donc, par exemple, la différentielle de f1 au point A appliqué à h sera remplacée par cette somme-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, toujours en utilisant la proposition précédente. La différentielle de Fn au point A appliqué à h sera remplacée par cette somme, donc h1 fois la dérivée partielle de Fn par rapport à x1 au point A, plus h2 fois la différentielle de f2 de Fn par rapport à x2 au point A, plus jusqu'à hp fois la dérivée partielle de Fn par rapport à xp au point A. Alors, telle qu'elle est écrite comme ça, cette expression de différentielle de f au point A appliquée à h, cette expression de ce vecteur de Rn semble assez lourde avec toute cette somme-là que j'écris sur les n composantes du vecteur y. Donc, il est beaucoup plus simple d'utiliser une écriture matricielle, de passer à une écriture matricielle, comme on le fait pour toutes les applications linéaires. N'oubliez pas que la différentielle de f au point A est une application linéaire. Donc, je vais essayer d'écrire tout ça matriciellement. Donc, le vecteur y de Rn sera remplacé par cette matrice colonne, y1, y2, yn. Le vecteur h de Rp sera remplacé par cette matrice-là, la matrice colonne h1, h2, hp. Et maintenant, donc je dois faire le produit matriciel pour avoir l'expression précédente. Alors, si je regarde bien, donc si sur cette première ligne, sur la première ligne de cette matrice-là, je mets toutes les dérivées partielles de la première fonction coordonnée f1. Donc, dérivée partielle de f1 par rapport à x1 au point A, dérivée partielle de f1 par rapport à x2 au point A, jusqu'à la dérivée partielle de f1 par rapport à xp au point A. Quand je fais le produit de cette première ligne, avec bien sûr cette matrice colonne H1, H2, HP, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir exactement ce premier terme. Donc, je vais obtenir exactement la différentielle de F1 au point A appliquée à H. Vous le voyez? Donc, la même chose, si je fais le produit de cette ligne-là, cette dernière ligne de la matrice, avec la matrice colonne, avec le vecteur H1, H2, HP, je vais obtenir exactement la différentielle de Fn au point A appliquée à H. Et cette écriture-là matricielle est beaucoup plus simple
présenter que l'écriture précédente. Donc, on va donner un nom à cette matrice-là et on va l'appeler la matrice jacobienne de F au point A. Donc, cette matrice sera appelée la matrice jacobienne de F au point A. C'est tout simplement la matrice de l'application linéaire différentielle de F au point A dans les bases canoniques respectives de RP et de Rn. Alors, vous remarquez bien sûr que c'est une matrice à combien de lignes, combien de colonnes? Je vous écoute. Cette matrice-là. P ligne et P colonne. Non. Vérifiez bien, il y a combien de lignes dans cette matrice? P colonne, N ligne. Il y a N lignes et P colonnes. Il y a N lignes. Pourquoi il y a N lignes? Parce qu'en fait, je dérive partiellement à chaque fois les fonctions coordonnées. Et les fonctions coordonnées de F, il y en a combien? F a combien de fonctions coordonnées? N. N fonctions coordonnées, exactement. Donc, comme j'ai N fonctions coordonnées F1, F2, Fn, et que je suis en train de dériver partiellement ces fonctions coordonnées, donc en fait, la matrice ici que j'obtiens, c'est une matrice à N lignes. Vous le voyez? Alors, je suis en train de dériver par rapport à combien de variables? P variable. P variables. Donc, je dérive partiellement par rapport à x1, ensuite par rapport à x2, jusqu'à la dérivée partielle par rapport à xp. Donc, j'obtiens une matrice qui a P colonnes. Vous voyez? Donc, j'obtiens une matrice qui a N lignes et P colonnes. N, n'oubliez pas, donc c'est la dimension de l'ensemble d'arrivée, et P, c'est la dimension de l'ensemble de départ. D'accord? Bon, donc à partir de là, vous avez la définition de la matrice jacobienne. Donc là, on va reprendre tout ce que je viens de dire. Soit f, une fonction différenciable, on a un point A. Alors, on appelle matrice jacobienne de f au point A et on note ça. Alors, J de f au point A. La matrice jacobienne en référence à M. Jacob qui l'a désigné. Donc, je parle d'une matrice jacobienne de f au point A. On note ça, J de f au point A. C'est la matrice que l'on vient juste d'obtenir dans l'expression de la différentielle de f au point A. Donc, c'est une matrice à n lignes et p colonnes. C'est la matrice tout simplement définie par les dérivées partielles de fi par rapport à xj au point A, où i varie de 1 à p, de 1 à n, pardon, et j varie de 1 à p. D'accord? Alors, cette matrice-là, comment on l'a obtenue? C'est tout simplement la matrice qui me donne l'expression de la différentielle de f au point A appliquée à h. Donc, on a vu que la différentielle de f au point A appliquée à h, c'est la matrice jacobienne de f au point A. Et exprimer ainsi, c'est beaucoup plus simple que de mettre le vecteur de Rn donné avec toutes les composantes et avec toutes ces sommes. C'est beaucoup plus simple d'écrire la différentielle de f au point A avec cette matrice-là, la matrice jacobienne. Donc là, ce qui est écrit là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc la matrice jacobienne représente la matrice de l'application linéaire différentielle de f au point A dans les bases canoniques. Alors, dans le cas particulier où n est égal à p,
Donc, dans le cas particulier où vous avez une fonction qui est définie sur Rn ou une partie de Rn qui est aussi à valeur dans Rn. Donc, dans ce cas-là, la matrice sera bien sûr carrée, puisque le nombre de lignes sera égal au nombre de colonnes. Et le déterminant de cette matrice sera appelé le jacobien de F au point A. D'accord? Donc, ne confondez pas la matrice jacobienne avec le jacobien. Donc, la matrice jacobienne, comme son nom l'indique, c'est une matrice à n lignes p colonnes. Le jacobien, c'est tout simplement le déterminant de cette matrice. Bien sûr, je ne peux parler d'un déterminant que si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc, quand n est égal à p, on appelle déterminant, on appelle jacobien de F tout simplement le déterminant de la matrice jacobienne. Donc, il s'agit d'un réel. Alors, on va donner des exemples. Un premier exemple. Donc, on va considérer la fonction g qui tout simplement a un couple Rθ, vecteur de R2, Rθ, fait associer tout simplement R cosinus θ et R sinus θ. Donc là, vous avez le fameux changement de variable en coordonnées polaires. Alors, la fonction g, elle est de classe C1 sur R2. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces deux fonctions coordonnées sont aussi de classe C1 sur R2. Donc, n'oubliez pas, donc on a dit, quand on a une fonction à plusieurs variables, qui est définie sur Rp ou à valeur dans ou dans une partie de Rp à valeur dans Rn, je dis qu'une fonction est de classe C1 si et seulement si toutes ces fonctions coordonnées sont aussi des applications de classe C1, ce qui est le cas ici. Ici, j'ai combien de fonctions coordonnées? On a combien de fonctions coordonnées ici pour cette fonction G? 2. 2. Donc, vous avez la fonction G1. Il y a Rθ associé R cosinus θ. Et vous avez la fonction G2. Il y a Rθ associé R sinus θ. Donc, vous avez deux fonctions coordonnées. Elles sont toutes les deux de classe C1 sur R2. Donc, la fonction G est de classe C1 sur R2. Okay? En utilisant la proposition précédente, celle avec laquelle on a commencé ce cours-là aujourd'hui, qui a été admise, j'ai dit, si une fonction est de classe C1, alors elle est différenciable. Si elle est de classe C1 sur oméga, alors elle est différenciable sur oméga. Donc, comme la fonction G ici, elle est de classe C1 sur R2, donc elle est différenciable sur R2, et sa matrice jacobienne sera donnée par la matrice suivante. Alors, c'est une matrice qui sera carrée, une matrice à 2 lignes et 2 colonnes, parce que tout simplement, ici, je suis dans le cas où n est égal à p est égal à 2. Alors, sur la première ligne de cette matrice jacobienne, qu'est-ce que je fais sur la première ligne? D'après ce qu'on vient juste de voir dans la définition de la matrice jacobienne. Sur la première ligne de la matrice jacobienne. Dérivée partielle à R cos θ par rapport aux variables entières. D'accord. Donc, on va prendre la première fonction coordonnée, la fonction G1, qui est R cosinus θ. On va la dériver d'abord par rapport à la première variable, ensuite par rapport à la deuxième variable. Quand je dérive par rapport à la première variable, c'est-à-dire par rapport à R, on va obtenir cosinus θ. Et quand je la dérive par rapport à la deuxième variable, c'est-à-dire par rapport à θ, j'obtiens moins R sinus θ. D'accord? Alors maintenant, sur la deuxième ligne
de la matrice jacobienne. On va maintenant dériver partiellement par rapport à R et ensuite par rapport à θ la deuxième fonction coordonnée associée à G, c'est-à-dire la fonction G2 de Rθ qui vaut R sinus θ. Donc, je dérive la fonction G2 par rapport à R, je vais obtenir sinus θ. Et je dérive la fonction R sinus θ par rapport à θ et je vais obtenir R cosinus θ. D'accord? Vous avez compris comment on trouve la matrice jacobienne. Donc, j'y vais ligne par ligne. À chaque ligne, je considère une fonction coordonnée, bien sûr dans l'ordre. Je commence donc par la première fonction coordonnée, ensuite la deuxième fonction coordonnée, ensuite la troisième, ensuite la énième, ainsi de suite. Et pour chaque fonction coordonnée, je dérive par rapport à la première variable, par rapport à la deuxième, jusqu'à, bien sûr, la pème variable. Donc là, comme on est dans le cas particulier où on a n équivaut p équivaut 2, donc on obtient une matrice carrée, et je peux, bien sûr, calculer son déterminant. On peut calculer le jacobien de cette matrice. D'accord? Donc, le déterminant de la matrice jacobienne, il vaut, bien sûr, quand je calcule le déterminant de cette matrice, je vais avoir R cosinus carré moins R sinus carré. Donc, ça va faire R cosinus carré plus sinus carré. Ça va donner R tout simplement. D'accord? Donc là, vous avez un exemple simple où on calcule la matrice jacobienne, une fonction, et on calcule aussi son jacobien puisqu'il s'agit d'une matrice carrée. Alors, je reviens à la matrice jacobienne. Dans le cas où n est égal à 1, c'est-à-dire dans le cas où, je vais revenir à l'origine de cette notation. Donc, dans le cas où n est égal à 1, je vais avoir une fonction qui a valeur réelle. Donc, c'est la fonction qui a x associe f de x. Donc, f de x s'exprime tout simplement à l'aide d'une seule fonction coordonnée qui est f1, confondue avec f, c1 réel. Et donc, dans ce cas-là, je vais avoir juste la différentielle de f au point A appliqué à h qui sera égale à cette somme-là. On est d'accord, d'après la proposition qu'on avait vue depuis la semaine dernière. Donc, dans ce cas-là, que pensez-vous de la matrice jacobienne de f au point A? Ça va être une matrice à combien de lignes et combien de colonnes? Une seule ligne. Oui, exactement. Donc, ça va être une matrice qui a une seule ligne et p colonnes. Donc, je vais avoir tout simplement cette ligne-là dans la matrice, cette première ligne. Et quand je multiplie par ce vecteur h, je retrouve bien sûr cette somme-là et je retrouve le cas particulier qu'on avait vu la semaine dernière. D'accord? Donc, dans le cas particulier où j'ai une fonction à valeur dans R, donc si n est égal à 1, la matrice jacobienne de f au point A, c'est une matrice à une ligne et p colonnes. Et cette matrice ligne sera tout simplement cette matrice-là où je dérive partiellement f par rapport aux p variables x1, x2, xp. Alors maintenant, dans le cas inverse, dans le cas où p est égal à 1 et non pas n est égal à 1, p est égal à 1, c'est-à-dire la fonction est définie sur R ou une partie de R. D'accord? Donc A est un réel cette fois-ci, puisque P est égal à 1. Donc A
est un réel. Cette fois-ci, donc, la matrice jacobienne sera une matrice colonne. Et puisque A est un réel, je vais dériver, ce n'est plus une dérivée partielle, c'est tout simplement une dérivée tout simplement. La dérivée partielle correspond tout simplement à la dérivée. Donc, je vais avoir f'1 au point A, f'2 au point A, jusqu'à f'N de point A. Voilà comment va s'exprimer cette matrice colonne. Et si bien sûr n est égal à p est égal à 1, c'est-à-dire si je suis dans le cas particulier que vous avez étudié les années précédentes, à ce moment-là, la matrice jacobienne sera tout simplement la dérivée de f au point A. Donc, elle sera tout simplement confondue avec le réel f' au point A. Et on revient bien sûr au cas particulier qu'on avait vu tout au début de ce chapitre. Donc, j'ai dit la relation de la différentielle avec la dérivée de f au point A. Donc, dans le cas particulier où j'ai p égale à n est égal à 1, quand je dis que f est différenciable en un point A, alors je dis tout simplement que f est dérivable au point A et la différentielle de f au point A appliquée à h sera tout simplement f' de A fois h. Vous vous rappelez? On a donné la relation qu'il y a entre la différentielle de f au point A et la dérivée de f au point A, dans le cas où bien sûr j'ai une fonction qui est définie sur R qui a valeur dans R. Donc la matrice jacobienne de f au point A se résume tout simplement en un seul coefficient, si n est égal à p est égal à 1, donc un seul coefficient, et ce seul coefficient, ça va être la dérivée de f au point A. Ce n'est plus une dérivée partielle parce que j'ai une seule variable, x, et je n'ai pas n fonctions coordonnées, j'ai uniquement f1 qui est confondu avec f, donc ce terme-là sera tout simplement f' au point A. D'accord? Bon. Donc là, c'était des cas particuliers concernant cette matrice jacobienne. Alors, concernant maintenant les opérations que je peux effectuer sur les différentiels. Donc, si je considère deux fonctions f et g, numériques à valeur dans R, différenciables en un point A, alors la fonction lambda f plus bêta g sera aussi différenciable en A. Donc, quand je prends une combinaison linéaire de deux fonctions différenciables en un point A, alors cette combinaison sera aussi différenciable en un point A. De plus, vous avez la linéarité, donc vous avez la différentielle de lambda f plus bêta g sera égale à lambda fois la différentielle de f au point A plus bêta fois la différentielle de g au point A. Matriciellement, bien sûr, puisque j'ai là une égalité entre deux fonctions, donc il s'ensuit naturellement la liaison qui suit avec les matrices jacobiennes. Donc, la matrice jacobienne de lambda f plus bêta g sera tout simplement lambda fois la matrice jacobienne de f au point A plus bêta fois la matrice jacobienne de g au point A, puisqu'il s'agit de fonctions linéaires et puisque là, vous avez les matrices correspondantes, les matrices de ces applications linéaires dans les bases canoniques. Alors, la preuve de cette proposition est toute simple. Il suffit juste d'écrire la définition. Donc, si je pars de la définition de la différentielle, donc différentielle de f, lambda f plus bêta g au point A, j'écris la définition. Là, on s'est placé dans le cas particulier où j'ai des fonctions numériques à valeur dans R.
toutes ces fonctions-là. C'est juste pour abréger un peu la preuve, mais c'est aussi valable, même si les fonctions sont à valeur dans Rn, c'est juste pour manipuler une seule somme ici. Donc, sinon, je manipule directement la matrice jacobienne. Alors, j'exploite la linéarité des dérivées partielles. Donc, la dérivée partielle de lambda f plus bêta g, ce terme-là. Je peux écrire que c'est lambda fois la dérivée partielle de f par rapport à xi au point A plus bêta fois la dérivée partielle de g par rapport à xi au point A. Ensuite, j'utilise la linéarité de la somme. J'écris séparément ces deux sommes-là. Alors, la première somme me donne exactement lambda fois la différentielle de f au point A appliquée à h, et la deuxième somme me donne bêta fois la différentielle de g au point A appliquée à h. D'accord? Alors maintenant, une autre proposition concernant le produit de deux fonctions différenciables. Alors, quand j'ai deux fonctions f et g qui sont différenciables, alors le produit f fois g est aussi différenciable en A. Donc, le produit f fois g est différenciable en A. Et en plus, on a la relation suivante. Donc, la différentielle de f fois g, le produit, au point A, sera égale à f de A fois la différentielle de g au point A plus g de A fois la différentielle de f au point A. Là, on est en train de donner une égalité entre deux applications. Je répète encore, deux fonctions. Hein. D'accord? Alors, ça nous rappelle bien sûr la dérivée d'un produit. Je sais que la dérivée de f fois g, c'est f fois g' plus g fois f'. Donc, ça nous rappelle un peu la relation que l'on a sur la dérivée d'un produit. Donc là, j'ai la différentielle d'un produit. Alors, si de plus la fonction g ne s'annule pas en A, alors 1 sur g, la fonction inverse de g, sera aussi différenciable en A, et la différentielle de 1 sur g au point A sera donnée par l'expression suivante qui est moins 1 sur g carré de A fois la différentielle de g au point A. Ça nous rappelle aussi la dérivée de 1 sur g moins g' sur g carré. Bon, donc pour le produit, la différentielle de f fois g au point A, on utilise exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc j'écris ce que vaut cette différentielle du produit en un point H. D'accord? J'utilise la linéarité, bien sûr, de la somme et j'exploite, bien sûr, la dérivée partielle de f fois g par rapport à xi au point A. Donc, j'écris que c'est f de A fois la dérivée partielle de g par rapport à xi au point A plus g de A fois la dérivée partielle de f au point A. Donc, j'exploite la définition que l'on sait déjà, qu'on connaît sur la dérivée partielle d'un produit. Ensuite, j'utilise la linéarité de la somme et j'aboutis bien sûr à f de A fois la différentielle de g au point A appliquée à h plus g de A fois la différentielle de f au point A appliquée à h. Bon, donc pour ceci, il n'y a pas de problème, il suffit juste de manipuler exactement comme la preuve précédente, la linéarité de la somme. Alors maintenant, en ce qui concerne la différentielle de 1 sur g,
On va appliquer la formule précédente pour f égale à 1 sur g. Donc, je vais avoir la différentielle de 1 sur g fois g, donc f fois g, c'est la différentielle au point A de la fonction constante. Il y a x associe 1, n'est-ce pas? 1 sur g fois g, c'est la fonction constante. Il y a x associe 1. Et on sait que la différentielle d'une fonction constante, c'est l'application nulle. D'accord? Donc, j'écris que tout ça, ça vaut la fonction nulle. Maintenant, j'utilise la formule précédente, la formule qui concerne la différentielle d'un produit. Donc, la différentielle au point A de 1 sur g fois g, je l'écris comme étant 1 sur g de A fois la différentielle de g au point A plus g de A fois la différentielle au point A de 1 sur g. Il suffit juste de faire, et tout ça, bien sûr, vaut 0. Donc, il suffit juste d'arranger les termes et vous allez une poil tomber sur l'expression suivante. Donc, la différentielle de 1 sur g, c'est moins 1 sur g carré de A fois la différentielle de g au point A. D'accord? Bon. Alors, il y a aussi un théorème qui vous donne la formule concernant la composée de fonctions différenciables. Donc, si j'ai une fonction g qui est différenciable sur un ouvert de Rp à valeur dans Rn, et si j'ai une fonction f qui est différenciable sur un ouvert V de Rn à valeur dans Rq, qui est différenciable en G de A. Donc, si G est différenciable en A et si F est différenciable en G de A, bien sûr, je considère que G de U est inclus dans V. Donc là, c'est pas un phi, c'est un G. Hein. Là, je vais rectifier ça. Donc, tel que l'image de U par G est incluse dans V, et l'ensemble de départ de F, ce qui me permet bien sûr de composer, de pouvoir parler de F rond G. Donc, si G est différenciable en A et si F est différenciable en G de A, alors je peux affirmer que la composée F rond G est différenciable en A. Ça nous rappelle bien sûr aussi ce qu'on sait aussi sur la dérivée de la fonction composée. D'accord? Donc, si vous avez une fonction g qui est dérivable en a, vous avez une fonction f qui est dérivable en g de a, et que vous pouvez bien sûr composer f en g, alors f en g sera dérivable en a. Donc là, vous avez exactement la même chose avec la différentielle. Donc, si g est différenciable en a, et si f est différenciable en g de a, alors la composée f rond g sera différenciable en a. Et en plus, vous avez la différentielle de f rond g au point A est égale à la différentielle de f au point G de A rond la différentielle de G au point A. Donc, c'est la composée de la différentielle de f au point G de A avec la différentielle de G au point A. D'accord? Alors, matriciellement, bien sûr, ce résultat-là, je pourrais l'écrire avec les matrices jacobiennes correspondantes. Donc, je vais avoir la matrice jacobienne de f rond G au point A qui est égale à la matrice jacobienne de f
au point G de A fois la matrice jacobienne de G au point A. Je dois juste faire attention ici sur le fait que la matrice jacobienne de G au point A sera une matrice à n lignes et p colonnes. D'accord? Parce que G, pardon, est une fonction qui est définie sur U, n ouvert de Rp qui a valeur dans Rn. Donc, je récupère une matrice jacobienne qui est à n lignes et p colonnes. Par contre, la matrice jacobienne de F, c'est une matrice qui sera une matrice à Q lignes et n colonnes, puisque F, c'est une fonction qui est définie sur V n ouvert de Rn, et qui est à valeur dans Rq. Donc F, elle est définie sur V, n ouvert de Rn, et V, n'oubliez pas, donc est un ouvert de Rn, U est un ouvert de Rp, V est un ouvert de Rn, et j'ai F qui a valeur dans V, qui est l'ouvert de Rn, qui a valeur dans Rq. Donc F est définie, sur V qui est un ouvert de Rn, et elle est à valeur dans Rq. Donc la matrice jacobienne de F, c'est une matrice à Q ligne n colonnes, et la matrice jacobienne de G, c'est une matrice qui est à n lignes p colonnes. D'ailleurs, vous voyez bien que j'ai le droit de faire le produit matriciel. Pourquoi je peux faire le produit matriciel de ces deux matrices-là? La matrice jacobienne de F fois la matrice jacobienne de G. Pourquoi je peux faire ce produit? Pourquoi ce produit matriciel est bien défini? Quand est-ce que je peux faire le produit de deux matrices? nombre de colonnes نتاع الأولى قد اللين نتاع الثانية. Exactement, oui. Ce qui est le cas ici, donc le nombre de colonnes de la matrice jacobienne de F, qui est n, est égal au nombre de lignes de la matrice jacobienne de G, qui est n aussi. D'accord? Bon. Alors, ce théorème-là, avec le calcul de ces matrices jacobiennes, vous le voyez bien, donc quand je mets ici l'égalité entre ces deux fonctions-là, ça veut dire que c'est vrai pour tout h appartenant à U. Donc, je vais écrire la différentielle de f rangée au point A appliquée à h, qui est égale à la différentielle de f rend la différentielle de g appliquée à h. La différentielle de g au point A appliquée à h, donc cette différentielle-là appliquée à h, va s'écrire comme étant la matrice jacobienne de G au point A appliquée à H, n'est-ce pas? Et la différentielle de F au point G de A fois le vecteur appliqué au vecteur matrice jacobienne de G au point A appliqué à H sera égal la matrice jacobienne de F fois le vecteur matrice jacobienne de G fois H. Donc, c'est pour ça que j'ai cette égalité entre les matrices jacobiennes. Donc, matrice jacobienne de F rangée, ça va être le produit de ces deux matrices jacobiennes, la matrice jacobienne de F fois la matrice jacobienne de G. Bon, le corollaire 25, c'est juste un cas particulier du résultat que l'on vient de voir là. Je vous laisse le soin de le faire vous-même. Alors, je vais juste définir ce que c'est qu'un difféomorphisme et ensuite je laisserai le cours du changement de variable pour la semaine prochaine. Alors, quand est-ce que je parle de difféomorphisme et qu'est-ce qu'un difféomorphisme? Donc, le mot sonne fort, mais en fait, la définition, elle est toute banale. Je vais prendre maintenant deux ouverts U et V de Rn. Donc, F,
c'est une fonction qui est définie sur un ouvert de Rn et qui a valeur également dans un ouvert de Rn. Donc, U et V, ce sont deux ouverts de Rn. Alors, je dis que F est un C1 difféomorphisme ou tout simplement F est un difféomorphisme de classe C1 si j'ai les conditions suivantes. Donc, tout simplement, si F réalise une bijection de U sur V, si en plus F est de classe C1 sur U, et si bien sûr aussi F-1, sa fonction réciproque, est aussi de classe C1 sur V. D'accord? F-1, la fonction réciproque de F est une fonction qui sera définie sur V à valeur dans U, contrairement à F bien sûr. Donc, je répète, je dis que F est un C1 difféomorphisme ou un difféomorphisme de classe C1 si j'ai les trois propriétés suivantes. Donc, F est une bijection et F et F-1, sa fonction réciproque, toutes les deux, chacune est de classe C1 sur son ensemble de définitions. Donc, F et F-1 sont de classe C1 respectivement sur U et sur V. D'accord? Donc, un C1 difféomorphisme, c'est tout simplement une bijection qui est de classe C1 ainsi que sa fonction réciproque. Voilà la définition d'un difféomorphisme de classe C1 ou un C1 difféomorphisme. Donc, on va prendre un exemple tout simple. Donc, si je considère la fonction f à deux variables, qui a x, y, associe la somme et la différence. La somme des composantes du vecteur y et la différence x moins y. Alors, il est clair que f est de classe C1 sur R2 parce que tout simplement, ces fonctions coordonnées sont chacune de classe C1 sur R2. Ces fonctions coordonnées qui sont x plus y, la fonction qui a xy associe la somme x plus y, et la fonction qui a xy associe la différence x moins y. Chacune est de classe C1 sur R2, donc la fonction f est aussi de classe C1 sur R2. D'accord? Alors maintenant, on va montrer que f est bijective. On va vérifier que f est bijective. Alors, si je pars de l'expression f de xy égale à uv, puis juste d'écrire que cela se traduit par x plus y égale à u et x moins y est égal à v. Donc, x est égal à u plus v sur 2 et y est égal à u moins v sur 2. Donc finalement, j'ai montré que pour tout uv appartenant à R2, il existe un seul couple xy appartenant à R2 tel que f de xy égale à uv. Et ça, c'est la définition même d'une bijection. Puisque pour tout uv, il existe un seul couple xy tel que f de xy égale à uv. Donc, f est bijective. Vous êtes d'accord? Et la bijection, la fonction réciproque de f, f-1, sera donnée tout simplement par la fonction qui a un couple uv associe u plus v sur 2 et u moins v sur 2, d'après juste ce qu'on vient de voir précédemment. Donc voilà la fonction réciproque, voilà l'expression de la fonction réciproque f-1 de uv donnée par l'expression suivante, u plus v sur 2 et u moins v sur 2. C'est une fonction qui est de classe C1 sur R2 encore une fois parce que ces fonctions coordonnées sont de classe C1 sur R2. Les fonctions coordonnées de f-1
c'est la fonction qui a UV associe U plus V sur 2 et c'est la fonction qui a UV associe U moins V sur 2. Ce sont des fonctions de classe C1 sur R2, donc F-1 est de classe C1 sur R2. Donc on a montré que F est de classe C1 sur R2, que F est une bijection. On a donné l'expression de sa fonction réciproque et on a dit que sa fonction réciproque est de classe C1. Donc ça, c'est la définition même d'un difféomorphisme de classe C1 sur R2. Je dis aussi que c'est un C1 difféomorphisme de R2. Donc ici, vous avez conclusion, F réalise un difféomorphisme de R2 dans R2. D'accord? Bon, alors on arrête là pour le cours. On terminera ce cours-là. On poursuivra ce cours-là la semaine prochaine. Et maintenant, je vais passer à la correction des exercices qui restent dans la série 2. Donc, vous aurez cette partie du cours, vous l'avez retrouvée sur la plateforme. Et vous allez avoir aussi la série 3 sur la plateforme. Donc, pour la semaine prochaine, vous le notez s'il vous plaît. Donc, vous allez faire les premiers exercices de la série 3. Je vais vous indiquer tout de suite quels sont les exercices que vous allez faire. Donc, pour la semaine prochaine, vous allez faire les exercices 1 et 2 de la série 3. C'est noté? Donc, n'oubliez pas, pour la semaine prochaine, vous faites les exercices 1 et 2 de la série 3. Et maintenant, on va terminer la correction de la série 2. On va juste prendre 5 minutes de repos et on reprend. OK? On reprend dans 5 minutes.